Bonjour. Ah, j'essaye le maté glacé parce que j'ai plus de maté qui se boit chaud. Alors je sais pas comment ça se boit, j'ai mis des glaçons dedans et en fait c'est tout aussi dégueu que le maté chaud. Voilà, pour votre information. Ah, ça sera parfait. Je voulais vous refaire une petite vidéo avant la fin 2024. Alors je tourne en intérieur, mais promis, peut-être la prochaine sera dehors, sous la pluie et le vent. En fait, en ce moment, je suis en train de rattraper les films sortis en 2024 que je n'avais pas encore vus. J'ai pas vu beaucoup de films cette année parce que tout simplement, j'ai pas eu le temps, je suis loin d'un cinéma. Donc je rattrape les trucs au fur et à mesure qui sortent en VOD. Et là, très récemment, il y a quelques jours, il y a Septembre sans attendre de Jonas Trueba qui est sorti en VOD. Et j'ai regardé immédiatement parce que j'avais bonne intention de le mettre dans mon top film 2024. Bon, je suppose qu'il faut mettre de l'eau froide dedans. Particulier, hein. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime beaucoup Jonas Trueba. La première fois que je suis allé au Club de l'Étoile, on avait diffusé La Reconquista, qui à l'époque était inédit en France, et qui est sans doute mon film préféré de lui. Septembre sans attendre, ça doit être quelque chose comme le 7e film de Jonas Trueba que je vois, et bon, j'aime toujours autant. Et chaque nouveau film que je vois de lui, c'est un peu comme retrouver la même bande d'amis qu'on voit grandir, et qui grandissent à peu près en même temps que moi. Ils sont un poil plus âgés que moi. Parce que si les personnages ne sont pas les mêmes d'un film sur l'autre, on retrouve quand même vraiment toujours les mêmes acteurs. Et surtout elle, dont je ne ferai pas l'affront de prononcer le nom. D'ailleurs, elle a sorti un film comme réalisatrice cette année qui s'appelle Les filles vont bien, Las chicas está bien. Un truc du genre. J'ai un niveau A0 en espagnol. Et qui était pas mal non plus, ça valait le détour. Donc, comme je le disais, avec Jonas Trueba, on a l'impression de retrouver la même bande d'amis qui grandissent plus ou moins en même temps que nous. Genre, quand on regarde des exilés romantiques, bah, c'est des vacances que passent des jeunes adultes ensemble. Lorsqu'on regarde La Reconquista, c'est les retrouvailles avec son premier amour. Lorsque l'on regarde Eva en août, c'est le passage vraiment à l'âge adulte, le moment où, en fait, on sort de cette adolescence pour vraiment se plonger dans qu'est-ce que c'est qu'être un adulte, qu'est-ce que c'est que le désir de maternité. Il y a autre chose, bien sûr, mais il y a ça en partie. Dans Venez voir, c'est quel projet on fait en tant que couple, qu'est-ce qui marche pas, comment est-ce que ça évolue. Et là, donc, dans Septembre sans attendre, c'est la rupture. C'est voilà, on a fait un bon chemin de vie ensemble, on n'a pas juste, c'est pas juste une amourette, c'est pas juste un amour de vacances, c'est vraiment un amour qui a été durable, qui a duré pendant une quinzaine d'années et qui maintenant se termine. Et qu'est-ce qu'on fait à partir du moment où cet amour se termine? On fait la fête. Mais littéralement, parce que dans le film, en fait, ils décident de se séparer, mais de faire une fête pour célébrer cette séparation. Tout le monde leur dit que c'est totalement con, hein. Et en fait, c'est là que se trouve l'originalité du long métrage. C'est qu'on a deux personnes qui se séparent, mais qui en fait ne se détestent pas. D'ailleurs, cette séparation au départ est plutôt étrange parce qu'ils continuent à dormir ensemble, ils continuent à tout faire ensemble, ils vont même visiter des futurs apparts ensemble, comme ça il y en a un peut-être qui garde leur appart actuel et puis l'autre qui ira dormir dans l'autre appart. Donc en fait c'est vraiment encore un projet commun et puis de temps en temps peut-être, bon, allez, ça se trouve ils vont échanger. En fait même leur séparation est un projet commun vu qu'il y a ce projet de fête qui aura lieu le 22 septembre, le dernier jour de l'été. Ah, c'est une phrase qu'on va entendre beaucoup de fois dans le film. Et donc en tant que spectateur tu regardes ça, tu dis en fait mais pourquoi est-ce qu'ils se séparent? Ils ont l'air de tout faire ensemble, ils ont l'air de super bien s'entendre, ils se disputent pas, ils sont... Je veux dire, ok, il y a peut-être plus le feu de la passion, mais il y a encore un truc entre eux. Tous leurs projets tournent l'un autour de l'autre. Et donc ils annoncent ça, leur séparation, l'idée de faire une fête à tous leurs amis. Et donc déjà je trouvais que c'était intéressant parce qu'en fait c'est un couple sans enfants. Et en général, dans la fiction, lorsqu'on raconte qu'on se sépare, on ne l'annonce pas forcément à ses amis ou à ses parents, on l'annonce plutôt à ses enfants. Vous savez, oui, papa et maman, ils t'aiment très fort, ils vont, mais par contre, ils vont aller vivre chacun de leur côté. Mais bon, tu auras 2 cadeaux à Noël, c'est super, voilà. Sauf que ça, Septembre sans attendre, ne le propose pas et ne le montre pas, vu que le couple n'a pas d'enfant. C'est vraiment que avec les amis et que avec les parents. Et là, ce qui est marrant, c'est de voir les amis qui les prennent pas au sérieux, qui sont réellement affectés par cette séparation, parce qu'ils avaient la tête d'être un couple idéal. Vous savez, vous avez tous un couple d'amis qui a l'air d'être un couple idéal, qui est ensemble depuis super longtemps, qui se disputent jamais, qui font plein de projets ensemble, où tout va super bien. Et tu te dis que si jamais eux, ils se séparent, c'est-à-dire que toi aussi, avec ton partenaire actuel, tu pourrais te séparer. Et donc tout le film est une répétition de la même scène où soit l'un, soit l'autre, voire les deux ensemble, vont annoncer à quelqu'un qui se sépare, mais que tout va bien,
et qui vont faire une fête le 22 septembre, le dernier jour de l'été, tu es invité, vas-y, viens et tout, etc. Et la personne en face, il dit, hein, quoi, mais qu'est-ce que tu me racontes? Justo te iba a preguntar por Alex. Sí, no vamos a renovar temporada. Wow. Sí, Hostia, qué fuerte. sí, es fuerte. ¿Y estáis bien? Sí. O, sí, o sea, ¿lo habéis, No. ha sido una cosa como de los dos? O... Sí, sí, estamos bien, es una decisión de los dos. No, te lo digo porque no... que no es fácil, ¿no? No. No, pero es lo que quería contarte, que es que vamos a hacer una fiesta. Es la idea esa de mi padre. Ah, hostia, lo que nos contó tu padre de la... de... Sí, su teoría. Hostia, sí, sí, ¿cómo era? Que había que celebrar más las rupturas, ¿no? Sí. Que las Que hay que que las celebrar cuando te uniones, separas, ¿no? no cuando te juntas, para estar mejor, separarse. Pero Sí, estar bueno, que mejor. nos contó la anécdota esta tan bonita de Berman y Lee Fullman, ¿no? De la puerta, de los círculos, las cruces y los corazones, sí, ¿no? Que tenían total, que es ponerlo verdad. Nos lo según el contó. día, ¿no? Y acababa todo, Sí. ¿no? Al final era todo corazón, Corazones, corazón, corazón, corazón. Et comme dans tous les films qui se répètent, en fait, voir et revoir la même scène en boucle, en fait, ça va permettre de voir les micro-changements. Et on voit que lorsqu'ils disent « oui, on se sépare », et que l'autre à côté, il enchaîne « oui, mais tout va bien », que le « mais tout va bien », en fait, il est de moins en moins vrai. Tout ne va pas si bien. Parce qu'en fait, au fur et à mesure que le film avance, on va les voir se disputer de plus en plus, on va les voir faire de plus en plus des choses seuls. Ils vont même plus être capables de choisir un film et d'apprécier le même film. C'est honteux. Godard le disait bien, si vous n'êtes pas capable d'apprécier les mêmes films, ça sert à rien de rester ensemble. On la voit elle qui recommence à fumer, on le voit lui qui recommence à boire, enfin en tout cas à boire plus que de raison, plus qu'avant, et en fait tous les petits efforts qu'ils faisaient l'un avec l'autre pour vivre en couple, en fait on voit qu'ils arrêtent de les faire et qu'ils du coup ils deviennent un peu plus insupportables. Ils retrouvent petit à petit leur habitus de célibataire. Et donc nous spectateurs, ce couple on ne le connaissait pas au début du film, mais on voyait quand même que ça semblait fonctionner entre eux, on les voit petit à petit s'éloigner. Il y a un truc vraiment touchant à voir ces deux êtres qui avaient limite tout pour être ensemble, se séparer physiquement, spirituellement, enfin à tous les niveaux, quoi. Ils semblent n'avoir plus rien à faire ensemble et ne plus se supporter. Et c'est quelque chose qui est permis par le fait de répéter encore et encore cette même scène. Montrer l'évolution des personnages, montrer l'évolution de leurs intérêts, montrer l'évolution de leurs relations, juste en répétant cette même scène inlassablement pendant 2 heures. Et donc à force que leur relation se tend, cette fête-là qui était censée célébrer qu'ils se détestent pas, que tout va bien, etc., que c'est une nouvelle étape dans leur vie ou je sais pas quoi, la fête, ils ont de moins en moins envie de la faire quand même. Ils sont moins d'accord sur comment l'organiser, où la faire, etc. Et donc finalement, à un moment donné, ça semble compromis, quoi. C'est pas facile en fait de se quitter. On se rend compte que matériellement, c'est pas facile de quitter quelqu'un. Et puis on voit bien dans leur esprit qu'en fait cette séparation commence à devenir de plus en plus concrète. Il faut prendre la bibliothèque, séparer les livres et dire ah tiens, ce livre-là il est à toi, ce livre-là il est à moi, etc. Il faut faire des cartons, il faut déménager, il y a des choses vraiment concrètes. C'est plus juste une idée. Oh tiens, allez, si on se séparait, allez, on est plus bien ensemble, allez, viens, hop, on se sépare. Il y a vraiment des changements concrets dans ta vie. Mais vu que chez Trueba, on n'est pas dans un film profondément naturaliste, on est plutôt, je dirais, dans quelque chose qui se rapproche peut-être du conte. En tout cas, c'est un métafilm, c'est sûr, c'est un film qui discourt sur le cinéma, puisqu'en fait, c'est pas dans le propos que j'ai envie de développer aujourd'hui, mais enfin, vous vous rendez bien compte que quand vous regardez les films de Jonas Trueba, dans son premier film, Les Exilés romantiques, ça se met à discourir sur le test Bechdel. Ah oui, là, si on était dans un film, ça passerait pas le test Bechdel. Sans rire. Dans Venez voir, le film s'arrête littéralement sur, en fait, on est en train de tourner une scène, et là, donc, dans Septembre sans attendre, en fait, la fille est une réalisatrice, et elle monte le film qu'on est en train de voir. Non, c'est absurde dit comme ça, mais dans le film, ça fonctionne très bien. Je vous jure, si, ça fonctionne. Voyez-le, regarde-le. Regarde-le avant de râler. Mise aux muses. Donc, comme je le disais, il y a toute une dimension métafilmique qui fait que, en fait, on voit bien qu'on n'est pas dans un film qui est 100% naturaliste, qu'on n'est pas en train d'étudier, le couple contemporain qui se sépare dans tous les détails, etc. Il y a un côté conte par le côté, il y a la répétition, voilà, on rencontre un nouveau personnage à chaque fois, il y a la même scène qui se rejoue, peut-être même un côté limite album pour enfants, et il y a le côté, la morale aussi. Et la morale, c'est ça.
Voilà, je l'ai pas mis juste pour la déco. Le Monterland est juste là pour la déco, pour porter mon petit buste. Car je me suis mis au beau, je suis allé en Transnistrie pour acheter le beau. Voilà. La Transnistrie, c'est le seul pays où tu payes avec des pièces en plastique. C'est vrai. C'est le communisme, monsieur. Parce que la morale du film vient de ce bouquin, donc La reprise de Kierkegaard. C'est un livre que j'avais lu il y a vraiment longtemps, dont j'ai aucun souvenir. Et je pense qu'il me devait m'être passé un peu au-dessus. Mais il y a un truc qui est intéressant dans le film, et j'aime bien ça, quand en fait, tu as un réalisateur qui arrive à extraire un passage du bouquin et à te le raconter de manière à ce que ça ait du sens. De façon à ce que ce truc, qui peut sembler un peu austère, et en fait, finalement, il arrive à te toucher. Tu dis, bah oui, en fait, il y a quelque chose à récupérer là-dedans. Dans le film, c'est le père de l'héroïne qui lui fout ce bouquin entre les mains, en lui disant, vas-y, non mais lis ça, arrête tes conneries de vouloir te séparer, lis ça, c'est super important et tout. Et il lui dit qu'en fait, la reprise ou bien la répétition, c'est ce qu'il y a de mieux en amour, c'est la seule façon d'être heureux en amour. Et donc, avant de vous lire le passage qui m'intéresse, je vous lis juste une petite phrase qui va définir le terme reprise et ressouvenir afin que vous ayez une vague idée de quoi est-ce qu'il parle. Reprise et ressouvenir sont un même mouvement, mais en direction opposée, car ce dont on a ressouvenir a été, c'est une reprise en arrière, alors que la reprise proprement dite est un ressouvenir en avant. Point. J'ai menti, il y a une deuxième phrase. C'est pourquoi la reprise, si elle est possible, rend l'homme heureux, tandis que le ressouvenir le rend malheureux. Et on arrive à la phrase qui intéresse vraiment Jonas Trueba, et qui nous intéresse nous aujourd'hui. En vérité, l'amour selon la reprise est le seul heureux. Comme l'amour selon le ressouvenir, il n'a ni l'inquiétude de l'espérance, ni l'angoisse de l'aventure et de la découverte. Il n'y a pas non plus la douce mélancolie du ressouvenir, mais il a la bienheureuse assurance de l'instant. Alors c'est peut-être parce que j'ai vu le film et que je vois exactement ce que Jonas Trueba a en tête quand il dit ça et qui m'impose vraiment sa vision que j'ai beaucoup aimée, mais je trouve que c'est hyper intéressant ce qu'il dit là, parce qu'en fait, lorsque tu as ta reprise en amour, c'est pas comme quand tu repenses à ton ex où tu te dis ah putain que c'était bien, oh là là je me remettrais bien avec elle et tout, oh là là c'était le bon vieux temps, oh là là franchement maintenant oh ma vie elle est pourrie mais à l'époque qu'est-ce que c'était bien. Il y a pas cette mélancolie, mais il n'y a pas non plus l'angoisse, le stress d'une nouvelle relation, tu sais pas comment ça va aller, où ça va aller, comment ça va se passer, jusqu'où ça va aller, etc. Voilà, quand tu as la répétition, la reprise, tu sais où tu en es, tu sais, voilà, il y a une sorte d'assurance, sans mélancolie. Voilà, en fait, tu es vraiment focalisé sur l'instant. Tu n'es ni dans le passé, ni dans le futur, tu es vraiment focalisé sur le moment présent. Parce qu'en fait, ni le passé, ni le futur ne peuvent t'angoisser, ne peuvent t'influencer. Et donc, il donne un exemple en comparant avec des vêtements. Alors, je vous lis juste parce que c'est rigolo. L'espérance, donc l'espérance, si jamais tu as un nouvel amour et tout, ou tu espères des choses, est un vêtement flambant neuf, raide et trop ajusté. Pourtant, on ne l'a jamais eu sur le dos. C'est pourquoi on ne sait comment il vêtira ou comment il ira. Le ressouvenir est un vêtement au rebut. Si beau que soit-il encore, il ne va plus, parce qu'on l'a grandi, parce qu'il est devenu trop petit. La reprise est un vêtement inusable, assoupli et fait au corps. Il ne gêne ni ne flotte. L'espérance est une charmante jeune fille qui vous glisse entre les mains. Le ressouvenir est une belle vieille femme qui ne rend pourtant jamais service à l'instant où il faut. La reprise est une épouse aimée, dont on ne se lasse jamais, car c'est du nouveau seulement qu'on se lasse. Du vieux, on ne se lasse jamais. Et quand on l'a devant soi, on est heureux. Alors, je saute un passage, et puis il dit un truc que j'aime beaucoup. Il appartient à la jeunesse d'espérer, à la jeunesse de se ressouvenir, mais il faut du courage pour vouloir la reprise. Donc soyez des hommes courageux. Il dit même que vouloir la reprise, c'est être un homme viril. Voilà. Les mecs, restez avec vos femmes, vous serez viril. C'est pas moi qui le dis, c'est Kierkegaard, hein, voilà. C'est écrit dans le bouquin, hein, voilà. Il faut le lire. Hein. Alors peut-être que je relirai le bouquin maintenant que j'ai le film en tête pour avoir, je sais pas, une autre vision de ce que raconte Kierkegaard, peut-être une vision plus éclairée, peut-être, ou peut-être pas. Mais en tout cas, je ne peux que vous recommander le visionnage du film et donc la lecture du bouquin. Mais voyez le film d'abord, comme ça vous verrez de quoi est-ce que ça parle. Ça vous donnera envie. En plus, le bouquin n'est pas du tout long. Genre là, sur toute l'édition, il doit y avoir une centaine de pages vraiment qui sont le bouquin et tout le reste, c'est des annexes, une introduction, des notes de bas de page, etc. Et en bon droit tardé, ici, on ne lit pas les notes de bas de page. Bon, je reviens sur le film, et quand vous en doutez, la reprise, c'est le thème du film. Et que donc, du coup, il y a, à partir du moment où on a cette citation de Kierkegaard qui débarque dans le film, on sait qu'en fait, en réalité, le couple, il va y avoir une reprise, il y avoir une reprise de l'amour. Mais la question, c'est quand, c'est comment, c'est pourquoi. Là, on est vraiment au fond du trou. Là, ils ne s'aiment plus, là, ils se détestent, ils se haïssent, ils se honnissent. Ça se dit? Le verbe honnir.
Et je trouve que le moment où l'amour répétition va être présent dans le film, on sent que voilà, les deux personnages vont être capables de s'aimer à nouveau. Je le trouve absolument grandiose, je trouve, je sais pas, admirable. Il se passe vraiment un truc, je trouve, dans cette scène-là. En fait, il faut savoir que plus tôt dans le film, il y a un de ses amis qui a donné à la fille un paquet de cartes de tarot, Igmar Bergman. De Berman Tarot. ¿En serio? No, esto es una cosa alucinante. No, 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 no. Es un tarot, tío. sí. Estamos Son así ya, ¿eh? 62 cartas, ¿vale? Con, mira qué bonito, con fotogramas de sus películas. Y abajo hay una pequeña cita, una pequeña frase, una línea, ¿no? Una reflexión, ¿no? Una reflexión. ¿Pero esto es tuyo o del personaje? No, esto es mío. Es mío, mío. Sí, sí, sí. No, bueno, lo uso un montón, ¿eh? Vale. Y funciona, ¿eh? Ojo, funciona. ¿Sí? Hombre, le pregunto de todo sobre mi vida, sobre mi trabajo. Haces 3 montones, ¿vale? 1, 2 y 3, pasado, presente y futuro, ¿vale? Levantas una carta y las miras un poco y haces como tu pequeña interpretación. Ya tu ¿no? interpretación. Claro, le puedes preguntar lo que sea, por ejemplo. ¿Voy a poder ir a vuestra fiesta o me va a pillar rodando, no? Por ejemplo. No, Entonces, pero eso no se lo puedes preguntar, tío, es que vas a venir, es el 22, es viernes. Donc le concept, en fait, c'est comme des cartes de tarot normales, hein, pas pour jouer aux cartes, hein, mais pour tirer les cartes, pour lire son avenir, sauf qu'à la place d'avoir des trucs genre le pendu, la mort ou je sais pas quoi, tu as en fait des photos de films de Bergman avec un petit mot en dessous. Depuis, j'ai envie de faire le même avec Godard. Voilà, je prends des citations de Godard et puis voilà, je lis le futur. Je peux organiser des séances de voyance sur Twitch où je lis votre avenir en tirant les cartes que j'aurais créées avec les citations de Godard. Ce serait drôle, non? Rigole. En vrai, je crois que je tiens un concept pour ma chaîne TikTok. Commente et je te lis ton avenir. Bon, et donc la scène, ça donne ça. Pasado, presente, futuro. ¿Soaring? ¿Qué significa? Significa volar alto. La vamos a hacer. Sí, el 22 de septiembre. Je trouve que la scène fonctionne tellement bien. Le fait qu'on ait ce mot, la soaringue, et que je me suis dit, mais pareil, ok, ça veut dire soaringue et tout. Et puis que le mec pose la même question, et puis on te dit, oui, ça veut dire voler très haut. Enfin, je sais pas, il se passe un truc, je trouve vraiment. Voilà, quand je vous dis qu'on n'est pas sur un film naturaliste. Et donc, à partir de ce moment-là, dans le film, après que le couple soit tombé au plus bas, il va pouvoir repartir pour voler très haut, pour soaringue. Et pour moi, la plus belle scène du film, elle est juste un peu après, au moment où on comprend en fait, est-ce que les deux vont rester ensemble ou pas. Ils sont en train de regarder des vieilles vidéos, de vieux souvenirs ensemble, et puis il se passe un truc, et la fille, elle dit un truc, et je trouve ça absolument magnifique. Ça fonctionne admirablement. Donc voilà, vu que c'est pas tout le temps que les films donnent des conseils de vie et donnent des conseils de lecture, et qu'en plus ils sont bien, bah écoutez, voilà, je ne peux vous conseiller que la reprise de Kierkegaard et Septembre sans attendre. Ça vous fera un truc à regarder et puis un truc à lire. Ce seront vos devoirs pour 2025. Et pour savoir si Septembre sans attendre fait partie de mon top 2024, il faudra attendre encore quelques jours. J'ai quelques films à rattraper. Et puis je posterai ça sans doute sous format short, ou bien sur TikTok, ou bien peut-être les deux. À bientôt.